Je suis à Moscou, la capitale de la Russie. Son économie a la croissance la plus rapide au monde. Je veux rencontrer un gang effarant qui est non seulement d'une violence extrême, mais qui en plus a des ambitions politiques inquiétantes. On entraîne des gars pour des combats de rue, pas pour des compétitions sportives. Les combats laissent des blessures. Les cicatrices sur les mains sont des décorations. J'ai vu Hitler à la télé et j'ai trouvé qu'il était trop mignon. Je suis en Russie, un pays où l'extrême droite est en hausse. De violentes agressions racistes d'un gang néo-nazi ont lieu sur les immigrés quotidiennement. Ça me sidère que ce genre de gang existe toujours dans un pays qui a perdu des milliers de gens à cause des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai l'intention de découvrir pourquoi. J'entame les recherches dans ma chambre d'hôtel. Il paraît que ce gang a un site sur Internet. C'est dément. J'ai tapé Skinheads et je suis tout de suite tombé sur le site qui diffuse des vidéos de leurs attaques. Ils sont sûrement formés pour combattre, entraînés pour des combats de rue. Leur méthode est de vadrouiller en ville et de tabasser des gens à coups de pied dans la tête. C'est difficile de pister des skinheads. J'espère que je pourrai rentrer en contact avec eux par le biais de ce site nazi officiel. Un gang se distingue des autres, c'est le NSO, l'Organisation nationale socialiste. Il semble très bien organisé. Il est dirigé par un homme appelé Dimitri Roumiantsev. Ce gang nazi n'est pas stupide au point d'admettre leur responsabilité dans ces agressions racistes. Je sais qu'ils ont un lien direct avec les skinheads. Je présume qu'ils les entraînent au combat. Dimitri accepte de me rencontrer dans un gymnase privé situé dans un ancien bâtiment soviétique, loué par la NSO. Dimitri est responsable de l'endoctrinement. C'est le contact de ce gang nazi. Bonjour, je m'appelle Ross. Salut, moi c'est Dimitri. Ross. Lui c'est Sergei. Sergei. Andrei. Andrei. Gary. Gary. Moi c'est Ross. Dimitri, parle-moi un peu de ton organisation. On forme des gens qui participeront aux événements importants qui vont avoir lieu dans un avenir proche. On les entraîne à combattre. Le commandant de notre unité de combat, c'est Sergei. Sergei Malyuta. On s'entraîne de différentes manières. Ici au gymnase et aussi dehors dans la ville. On enseigne différents types de combats. Tu peux regarder si tu veux. Vous connaissez sûrement les types que j'ai vus sur le site. On dirait des anciens soldats de l'armée. Ouais, beaucoup de nos gars sont d'anciens soldats. Et certains sont des officiers. Sergei a combattu avec les Serbes au Kosovo. Je comprends que ces anciens soldats, privés de leurs droits patriotiques, soient attirés par les entraînements physiques ainsi que l'idéologie de cette organisation militaire. J'imagine que votre formation est payante, non? Non, c'est gratuit. C'est gratuit pour ceux qui sont membres de votre organisation. Parfois, les skinheads viennent et s'entraînent avec nous. On ne les fait pas payer. On leur demande pas leur nom. S'ils disent qu'ils sont d'accord avec nos objectifs, ils peuvent s'entraîner avec nous. En quoi les skinheads sont différents de vous? On est conscient que la violence de rue ne résout pas tous les problèmes. Et quand un type comprend ça, il quitte les skinheads et il vient chez nous. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons passé un après-midi et une soirée avec les partisans du NSO. Je trouve leur organisation particulièrement effrayante. Elle n'est pas en manque de moyens, elle est incroyablement bien structurée.
Je veux en savoir plus au sujet de ce gang. Alors j'ai persuadé Dimitri de me laisser effectuer leur stage de formation du week-end. Nous sommes ici avec Dimitri et le reste de la bande du NSO. Nous sommes au nord de la banlieue de Moscou et je suis sur le point de commencer ma formation dans le bâtiment derrière moi, qui était censé devenir un hôpital. Les fonds ne devaient pas être suffisants. Aujourd'hui, c'est le QG pour les formations du NSO. Allez, c'est parti. Comment ça va? Je ne sais pas dans quoi je me suis fourré, mais j'ai le sentiment qu'ils vont me mettre à l'épreuve. Ma première surprise est l'une de leurs recrues. Ils ne sont pas tous d'anciens soldats ou skinheads. Il semble être avec eux. Sa tenue de camouflage urbain laisse un peu à désirer. Regardez là-haut. Zoom sur le toit, zoom. Zoom. On prend notre temps. Selon Dimitri, le nombre des membres de leur gang augmente et il y a même une file d'attente. Des nouveaux nazis attendent de pouvoir se joindre à eux. WP, les initiales du White Power. Il fait particulièrement chaud. Sergueï, le type de petite taille qui est responsable de l'entraînement militaire, n'a jamais entendu parler de déodorant. J'avais pas prévu de courir à Moscou en tenue de camouflage autour d'un chantier avec un bataillon de néo-nazis. Il y a une capsule de gaz comprimé à l'intérieur du magasin par terre. L'arme va être chargée avec des billes en acier de roulement à billes. La recharge de gaz projette les munitions. Fais un test. Ça doit faire mal. Il est chargé? Là-bas? On va voir si j'atteins la cible. Facile, je recommence. Les billes sont toutes petites, mais elles perforent la bouteille. Il est content du résultat. Ces types ne sont pas des rigolos. Ils viennent de courir 5 km avec 30 kg de briques sur le dos. Il me semble que ça va au-delà de ce que j'ai accepté de faire. Le commandant de combat, Sergueï, m'a prévenu que la formation serait un test de personnalité. J'ai décidé d'y aller sans sac à dos. Ils ont tous la moitié de mon âge et ils s'entraînent depuis plus longtemps que moi. Je ne fais pas trop le malin au moment où je me jette dans un réservoir de neige fondue glaciale. Fais gaffe. Il y a un trou là. Et des câbles. J'espère arriver à passer tous les tests pour gagner la confiance de Dimitri. Ensuite, je pourrai découvrir pour quelles raisons il s'entraîne. Il est vrai que de s'entraîner avec les nazis est une expérience très intéressante. Bon, question sécurité, c'est pas ça. On a couru autour d'un bois sous un soleil de plomb. On a traversé un bâtiment colossal pour aller dans une cave en empruntant une cage d'escalier super raide avec des marches qui font ma taille. 2 d'entre eux ont glissé et sont tombés direct en bas. Nous avons couru dans l'obscurité totale sur au moins 250 mètres en butant dans des câbles sur un sol en béton avec des trous énormes. Regardez, il y a des trous de cette taille. J'hallucine que certains types aient envie d'y retourner. La recrue nazie qui m'intrigue s'appelle Sacha. C'est une étudiante en économie de 20 ans qui est d'une famille aisée. Son frère l'a présentée au gang. Je me demande toujours ce qu'elle fait là. J'en saurai plus quand elle aura terminé son exercice de combat appelé le duel. Sacha possède une arme de poing à gaz comprimé et doit vider la totalité de son chargeur à billes sur son adversaire. La seule protection qu'ils ont sur eux, c'est un masque de paintball. Est-ce que vous êtes prêts?
À 3, vous y allez. 1, 2, 3, go! Qu'est-ce qu'il y a, Sacha? Tu as un problème? Le cran de sûreté est enclenché. Je peux pas tirer. Le cran de sûreté est coincé, regarde. Regarde ce qui va pas. Envoie-moi 2 hommes de plus, c'est pour un exercice. Tu penses que cette formation te servira un jour? Je suis sûre que cette formation me sera utile. Je n'ai aucune certitude de ce qui va se produire dans le pays à l'avenir. Mais la situation est instable. Et c'est pour ça que des notions de survie sont très importantes. Tu prendrais les armes pour défendre la Russie? Oui, bien sûr. Tu vois ça d'une manière très positive. Tu as déjà envisagé ce qui pourrait se produire? Je pense qu'une guerre civile peut éclater. Entre qui et qui? Entre les gens qui réalisent que le pays est dans une situation critique et les personnes qui ne s'inquiètent pas, qui préfèrent l'ignorer. C'est étonnant que Sacha adhère à la propagande de Dimitri sans se poser de questions. Bien que sa définition de l'ennemi demeure assez abstraite. Merci. De rien, Ross. Au revoir. Maintenant, c'est mon tour. J'ai droit à un traitement de faveur. Les enjeux sont sur le point d'être augmentés. Faut sortir l'arme de la poche, c'est ça? Ouais. Donnez une arme à cet homme. Le cran de sûreté est enlevé. Si tu presses ta gâchette, le coup part. Le dos. T'es prêt? On enflamme les pieds. Et le dos. À 3, tu l'allumes. 1, 2, 3. Vas-y. C'est certainement l'exercice le plus extrême que j'ai jamais eu à faire pour accéder à un gang. Les gars, j'ai pas de munitions dans mon flingue. Artyom, merci infiniment de m'avoir dégommé le doigt. Ça me laissera un souvenir. Tu peux m'expliquer à quoi ça sert, ça? Pourquoi vous faites les torches? Pourquoi vous vous tirez dessus comme ça? On s'entraîne pour être prêt le jour où on devra défendre notre mère patrie et les citoyens. Tôt ou tard, le moment viendra où on prendra les armes et on prouvera qu'on est des hommes. Et contre qui prendrez-vous les armes? Nos pires ennemis sont les islamistes, les musulmans, les personnes qui peuvent venir envahir notre terre. Il y a beaucoup d'ennemis. Vous réalisez quand même que vous les enrôlez, vous leur tirez dessus, vous les brûlez, vous obligez les jeunes à venir à vous, et ensuite vous leur inculquez votre idéologie. Non, on entraîne uniquement ceux qui viennent avec les mêmes convictions que nous. On n'accepte aucun clandestin, comme on les appelle. Tu as un travail régulier? Tu ne fais ça que le week-end? Oui, bien sûr. Je suis ingénieur dans une petite société privée. Ton patron serait furieux s'il savait que tu es dans le NSO et que tu t'entraînes comme ça le week-end? Je pense que mon employeur s'en tape. Tant que je travaille efficacement et que je respecte les délais, il s'en tape. Il se passerait quoi si un musulman venait pour rejoindre le groupe? Ce genre de type ne se pointe pas. Ça m'emmerde de le dire, mais on accepterait à contre-cœur. De toute façon, ils ne viennent pas. D'un côté, j'ai passé une bonne journée avec eux. Et de l'autre, c'est dérangeant de voir comment ils forcent les gens à faire ce qu'ils veulent.
J'ai constaté que Dimitri ne se salit pas les mains. Il reste assis au loin et observe. Il n'a pas fait la torche, il n'a pas été se geler dans l'eau glaciale. Il tire les ficelles. En réalité, je ne sais pas vraiment ce qui se trame ici. Mais je commence à croire que quelque chose de terrible se prépare sous cet aspect de camaraderie. En tout cas, j'espère aujourd'hui avoir gagné leur confiance. Je reste là dans cette position? Je pense qu'ils se servent de nous d'une certaine manière. Nous accentuons leur propagande. À ce stade-là, je ne suis pas en mesure de vous dire qui se sert de qui. Jusqu'ici, Dimitri et son gang ont admis que leur formation servira lors d'une future guerre envisagée contre des immigrés. Demain, j'irai rencontrer des personnes qui doivent vivre au quotidien en subissant des agressions racistes. Je suis en Russie, aux côtés d'un gang néo-nazi. Je les soupçonne d'être responsables d'un grand nombre d'agressions violentes sur des immigrés. Après l'effondrement du bloc soviétique, le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont soudainement devenus des pays autonomes. Et leurs citoyens sont maintenant considérés comme des étrangers par la plupart des Russes. Beaucoup d'immigrés trouvent du travail dans des marchés de ce type. Ce sont eux que les gangs nazis voient comme ennemis. Regardez les visages de la majeure partie des personnes ici. Regardez la couleur de leur peau. Ces personnes sont considérées comme des ennemis par le NSO et les néo-nazis. La plupart de ces gens sont azéris, tadjiks. Et ce que les Russes dénoncent, c'est qu'ils sont chassés du marché par ces personnes. Mais les personnes que vous ne pouvez pas voir, ceux qui se tiennent derrière nous, et les propriétaires du marché sont des Russes. Et tous les policiers et tous les agents de sécurité ici sont des Russes. Alors ces gens volent soi-disant les places des Russes, mais ceux qui contrôlent tout sont des Russes blancs. Selon des statistiques récentes, un tiers de la population de Moscou sont des immigrés. Et tandis que le gouvernement a besoin d'ouvriers immigrés pour maintenir l'économie à flot, il ne fait pas grand-chose pour empêcher et punir les agressions racistes. Les crimes sont souvent commis dans les transports en commun, à la vue de tous. Un jour, un gang s'est écrié « Gloire à la Russie » et s'est attaqué à un adolescent arménien, Artur Sartarian. Artur n'a pas survécu. C'est le train qu'Artur prenait pour rentrer chez lui, tous les soirs, après le travail. Il était seulement à 2 stations de chez lui, à la station Pouchkine, quand des types sont montés dans le train, lui ont ôté la vie gratuitement et ont brisé le cœur de sa famille à jamais. Bonjour, Edik. Bonjour, Ross. Entrez. Au début des années 90, les parents d'Artur, Edik et Irina ont survécu au massacre en Azerbaïdjan. Ils se sont installés à Moscou, espérant une vie meilleure. Au lieu de ça, ils ont perdu leur fils. En dépit de la crainte pour leur propre sécurité, ils ont accepté de me parler. L'enquêteur m'a dit qu'il y avait 2 attaquants. Mais près de la porte d'entrée, il y en avait un 3e qui observait la scène. Leur comportement ressemblait à celui d'un gang organisé. C'était un enfant maigre. Il avait un coup très fin. Ça paraît fou. Ils l'ont poignardé 6 fois dans le cou. 6 fois. Je comprends pas pourquoi ils avaient tant de haine contre lui. Et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi mon fils? Je l'ai élevé, je lui ai donné tout mon amour, toute ma tendresse. Pourquoi ces monstres ont tué mon enfant? Un homme, un vrai, ne l'aurait jamais attaqué par derrière. C'est forcément un traître, un faible. Une personne forte ne se serait jamais comportée comme ça. Et ceux qui les cachent sont aussi des faibles. Ils leur apprennent à attaquer en douce. Ils ne disent pas les choses en face.
Ce sont des rats. Ce sont des lâches. Les autorités définissent ça comme un crime racial motivé. Pourtant, à ce jour, le meurtrier n'est toujours pas inculpé. Le dossier de cette affaire prend la poussière. Irina refuse maintenant de laisser son deuxième fils prendre les transports en commun. Mais elle prend ce train tous les jours pour se rendre au travail, celui dans lequel l'attaque a eu lieu. À présent, tout ce qu'elle souhaite, c'est quitter la Russie, ce pays qui était censé être leur terre d'asile. Le lendemain matin, Dimitri, le chef du gang nazi, m'a organisé un entretien. Alors qu'ils n'admettent pas la responsabilité de leur agression raciste, ils semblent étrangement fiers de ce qu'ils appellent le travail de fiction. Je dois rencontrer l'auteur d'un livre bien particulier. Dimitri, ça va? Voici Dima, l'auteur du livre que je t'ai donné. J'espère que vous arriverez à vous comprendre. Merci. Au revoir. Bien que cette œuvre soit fictive, son auteur refuse de montrer son visage à la caméra. Il a tout de même admis que l'histoire est basée sur ses expériences personnelles en tant que skinhead. C'est la meilleure confession que j'arriverai à obtenir. Il m'en lit un extrait. Dans le wagon d'après, les skinheads se tenaient près de la porte, respectant le code de communication qui est de ne pas attaquer tous ensemble. L'immigré s'est réveillé et a vu qu'il était entouré par des skinheads enragés. Il a regardé autour de lui avec désespoir. 2 fois, l'immigré a essayé de se mettre debout, mais les skinheads l'ont maintenu sur son siège. Les skinheads ont enlevé leurs ceintures et leurs chaînes. Il y avait de l'électricité dans l'air et en même temps du calme et de la haine calculée. Ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre son exécution. Chacun pensait au compte à rebours dans sa tête. 4, 3, 2, 1. On y va. Putain, pourquoi t'es venu ici, chienne? Crève, crève. En arrivant chez eux, ils ont téléphoné à un des autres gars pour demander s'ils étaient tous bien rentrés. À 3 heures du matin, ils s'étaient endormis avec le sentiment qu'ils avaient parfaitement accompli leur mission. J'ai dû écouter ces propos répugnants pendant plus d'1 heure, et Dima semble assez fier de l'effet que le livre a sur les gens d'extrême droite. Depuis le jour où le livre a été écrit, la violence a fait un grand bond en avant. Aujourd'hui, si vous regardez les statistiques, les victimes ne sont pas simplement battues, elles sont poignardées à mort. Ce n'est pas étonnant que les immigrés soient terrifiés à l'idée de sortir de chez eux et de se retrouver face à cette bande de barbares. Vous pensez sûrement que la police est là pour leur venir en aide. Mais non, à Moscou, c'est loin d'être le cas. Nous allons rencontrer une dame appelée Gavar. Elle est du Tadjikistan, un des pays les plus pauvres de l'ex-république soviétique socialiste. Elle est fondamentalement la seule lueur d'espoir pour beaucoup d'immigrants clandestins qui subissent des crimes raciaux. Son travail est vraiment délicat. Du coup, on ne nous permet que de la filmer dans son bureau. Gavar traite presque 100 cas d'agression raciale et d'abus en tout genre chaque année. Elle lutte pour obtenir que les autorités prennent les dépositions de ses affaires et les fassent passer en justice. Ce qui est encore plus difficile. Les condamnations sont extrêmement rares. Gavar, enchanté. Gavar ne lutte pas uniquement contre les gangs racistes. Plusieurs de ses dossiers impliquent la police elle-même. Un chat, j'adore les chats. Je vous en prie. Merci. En tout cas, je suis ravie de vous voir. Une fille a eu un problème un jour. Elle a été enlevée et elle a réussi à vous contacter.
Oui, une fille tadjike a été mise de force dans une voiture par plusieurs policiers ivres. Ils se rendaient en direction de la forêt, probablement pour la violer. Mais la police n'avait pas remarqué qu'elle avait son téléphone portable. Elle m'a appelé et m'a dit « On m'amène quelque part, mais pas au commissariat de police. » Nous avons donc pu lui expliquer quoi faire. Elle leur a dit « Je viens d'appeler mon avocat. Il sait que je suis ici. » Résultat, ils ont changé d'avis et l'ont ramené au commissariat de police. Comment la police obtient-elle illégalement l'argent des immigrés? Les policiers malhonnêtes ont mis au point différentes manières de soutirer de l'argent. Un policier local peut soutirer 500 roubles à un ouvrier par mois pour la location d'un appartement ou pour des faux papiers d'enregistrement obligatoires à Moscou ou pour vous protéger des arrestations. Dans le pire des cas, ils menacent de vous faire tomber pour n'importe quoi. Ils sont capables de planquer des drogues sur vous. La police a trouvé des moyens efficaces pour se remplir les poches. C'est une vaste organisation très efficace. Et ça fait un moment que ça dure. Je ne suis pas surpris que la plupart des clients de Gavar refusent de me parler. Je m'apprête à rencontrer Rostam, un immigré tadjik qui a eu un problème avec un policier et qui a accepté de me raconter son histoire. Les problèmes de Rostam ont commencé le soir d'une virée entre amis. Il était pressé de rentrer chez lui. Un policier lui a demandé ses papiers. Quand Rostam lui a dit qu'il n'en avait pas, le policier l'a emmené dans une salle spéciale de la police, qui se trouve dans chaque station de métro. Le policier lui a demandé un pot de vin de 25 $. Quand Rostam a dit qu'il n'avait pas d'argent, le policier a répondu « Tu sais que je peux te tuer ». Il a enlevé le cran de sûreté et a braqué le pistolet sur moi. Il a ouvert le feu à 1 mètre, 1,5 mètres. Il visait mon front, mais j'ai légèrement tourné la tête. La balle m'a touché à la bouche. La balle est entrée dans sa mâchoire et lui a fait sauter une dent. Elle a alors atteint le bas de son cou et s'est logée dans son épaule. Je ne pouvais pas me voir dans le miroir. Il y avait du sang partout. Mon ami m'a relevé et a commencé à hurler contre le policier. Je lui ai dit d'appeler une ambulance pour moi. Le policier a répondu « Vous allez dans la rue et vous téléphonez d'une cabine publique si vous voulez une ambulance. » Avec l'aide de Gavar, Rostam a obtenu un avocat et après une bataille qui a duré 1 année, son affaire est enfin allée devant la justice. Par chance, le policier a été reconnu coupable et condamné à 9 ans de prison. Il ne l'aurait pas fait à un Russe blanc, ni à un Moscovite. Mais quand la police tombe sur des personnes de couleur, tadjiks, ouzbeks, elle s'amuse à nous tourmenter. Après que le policier ait été condamné, tu n'as jamais eu d'ennui avec la police ? Je me fais encore contrôler de temps en temps. Mais aujourd'hui, je suis enregistré comme résident à Moscou. La police me demande ce que je fais à Moscou. Une fois, j'ai répondu « Virez-moi de Moscou si vous voulez. J'en ai marre de cette ville. Un policier m'a déjà tiré dessus. Allez-y, virez-moi. Je serai beaucoup mieux dans ma ville natale. » Vu le comportement de la police, ce n'est pas étonnant que le gang de Dimitri s'imagine au-dessus des lois. Le comble, c'est que le gouvernement russe réclame plus d'ouvriers pour sauver l'économie. Pendant ce temps, les nazis du gang de Dimitri recrutent et entraînent des Russes ouvertement, en vue d'une guerre contre les immigrés. L'avenir de ce pays serait-il entre leurs mains ? Ce soir, c'est un peu la nuit des arts martiaux. Ils enseignent l'art de donner des coups de pied dans la tête des gens. Nous allons les voir. En m'approchant, je constate que Dimitri est de nouveau sur le banc de touche. Ils pratiquent des combats de rue. On les forme pour des combats de rue, pas pour des compétitions sportives. Même des filles comme elles apprennent à combattre. C'est pourquoi, de toutes les organisations politiques, on est les plus craints. C'est le meilleur moyen pour contrôler la vermine. On amène la peur dans les rues. Petit à petit, on prend place.
Ensuite, Dimitri m'a expliqué sa vision absurde de l'avenir de la Russie. Quand on prendra le pouvoir, la première chose à faire sera d'arrêter tous les fonctionnaires corrompus et de décider du destin de chacun d'eux. On mettra en place des infrastructures pour que les jeunes puissent apprendre à se battre correctement, pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi dans les rues. Il faudra les briefer parce qu'ils n'ont aucune expérience en politique. C'est pas gagné. La deuxième priorité est de se débarrasser de tous les immigrés. Ils doivent être mis dans les camps et les prisons comme les fonctionnaires corrompus. Voici la vision des choses de Dimitri. Naturellement, elle est fondée sur les principes de Mein Kampf et les méthodes d'accession au pouvoir d'Hitler. Il enrôle des gosses tout comme Hitler et sa jeunesse hitlérienne. Il veut mettre tous ceux qu'il dérange ou qu'il n'aime pas dans des trains pour les envoyer dans des camps. Il souhaite également remplacer les membres de l'Assemblée par ces jeunes. Ils seront ministres des Affaires étrangères, de l'Éducation ou de l'Agriculture. Je suis curieux de voir le résultat d'une telle organisation. C'est effrayant d'imaginer ça. En attendant, je ne crois pas une seconde que ce genre de choses se produira. Mais le fait que tous ces gens le suivent et le fait qu'il arrive à leur faire avaler tout ce qu'il veut fait de lui un individu particulièrement effrayant. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que personne n'ose dénoncer Dimitri et son gang. La différence avec n'importe quel autre gang que j'ai vu dans le monde, c'est qu'eux ont déjà leur défenseur au Parlement russe appelé la Douma. Il est écrit « Je suis russe ». Nikolai Kourianovitch, le plus franc des politiciens d'extrême droite, a accepté de me rencontrer. Bonjour, je m'appelle Ross. Enchanté. Nikolai Kourianovitch, membre du Parlement. Ravi que vous soyez sur notre territoire béni. Il me dit qu'il est un grand admirateur d'Hitler et de Staline. Ce qui est un peu perturbant. Il a l'air d'avoir la mentalité d'un dictateur. J'ai lu certains des livres écrits par les dirigeants du Troisième Reich. J'ai vu des films. J'aime leur état d'esprit. Les principes de l'unité de nation, la puissance impériale. Il a une solution radicale pour sauver l'économie russe. Les travailleurs migrants doivent être employés en tant que main-d'œuvre à prix réduit. C'est une forme modérée d'esclavage. Ils ne devraient pas avoir droit à la citoyenneté russe. Qu'ils travaillent, payent leurs impôts et rentrent chez eux ensuite. Monsieur Kourianovitch est un homme qui se fait l'avocat des pouvoirs publics. Il préconise l'esclavage modéré, ou plutôt les nettoyages ethniques. Il veut retirer le passeport des Russes blanches qui fréquentent ceux qu'il appelle les Noirs. Le plus inquiétant, c'est qu'il est soutenu par des gens très haut placés, qui l'apprécient et l'écoutent. Demain, c'est mon dernier jour ici. Dimitri a accepté de m'amener à leur camp d'entraînement secret à la périphérie de la ville. C'est vraiment ma dernière chance d'obtenir des détails sur cette sinistre réalité qui se cache derrière tout ça. C'est mon dernier jour à Moscou. Après 2 semaines, j'ai finalement été accepté dans un gang néo-nazi. On m'emmène jusqu'à leur siège secret. L'atmosphère est surréaliste. Je me croirais en Allemagne en 1933, sur le point de pique-niquer avec le jeune Adolf Hitler et Eva Braun. J'ai refusé de m'entraîner. Je préfère rester avec Dimitri, car c'est peut-être ma seule chance de connaître la vérité au sujet de ce gang. Nous sommes en train de nous rendre au quartier général du NSO. C'est à 2 heures de voiture de Moscou. Ils ont exigé que nous ayons tous les yeux bandés pour le voyage, pour ne pas être en mesure d'identifier leur site. Je ne sais pas qui est le plus nerveux, Elena, mon interprète, ou moi-même. File-moi ton portable.
Ross, tu avances un peu. Можете понюхать. Я нюхаю, что чисто. О, стерильная. Так. Вперед. Давайте. Вот он, мой телефон. Comme vous le voyez, j'ai un bonnet sur le visage. Et Elena, la dame assise à côté de moi, est notre traductrice. Elle a aussi un bonnet sur le visage. Pas besoin de vous dire que le caméraman a également le visage caché. En plus, ils ne nous ont pas menottés, alors nous pourrions regarder par la fenêtre. Mais nous jouons le jeu pour gagner leur confiance, de sorte que nous puissions aller dans leur base et filmer. Je suis contente d'être avec vous, plutôt que d'être seule avec eux. Vous pensez être en sécurité avec moi? Oui, bien sûr, Ross. Je ne peux pas dire que c'est le voyage le plus agréable que j'ai fait jusqu'à présent. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où nous allons. Ils nous ont confisqué notre seul moyen de communication extérieur. Nos bonnets sentent mauvais. Au bout de 2 heures de route, nous arrivons à leur datcha secrète. Je pense qu'on y est. On doit pouvoir retirer nos bonnets. C'est bon là maintenant. Il est évident que Dimitri est encore sur ses gardes. C'est lui qui décide qui je peux et ne peux pas rencontrer. Voici Cathy. Bonjour, Je m'appelle Ross. je suis Cathy. Lui, c'est Tezak. Salut, moi c'est Ross. Salut Ross. Tu rencontreras d'autres gars au fur et à mesure. On me dit de retirer mes chaussures. Salut les gars. Je laisse mes chaussures ici. Apparemment, les nazis aiment les tapis propres. J'ai le droit de faire le tour complet du propriétaire. Ça, c'est la cuisine. Là, la salle à manger. Alexei, leur micro est en marche. C'est là qu'on déjeune et qu'on dîne. Ici, on range les vêtements des entraînements. Ça, c'est la bibliothèque. Voici notre sauna et la douche. En arrivant dans le jardin, je constate que c'est l'effervescence. C'est un mélange étrange de crânes rasés et de jeunes filles influençables. Cathy, qui a 16 ans, est allée dans une école américaine prestigieuse à Moscou. Elle est aujourd'hui l'illustrateur du site web du gang. Je suis devenue nazie il y a 2 ans. J'avais 14 ans. À cet âge-là, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir... J'ai vu Hitler à la télé. Il était trop mignon. C'est dommage, il est mort. Il n'est plus sur cette terre. C'est un genre de Mickey ou de Superman pour nous. Cathy est aussi une journaliste novice qui aime écrire des articles sur les nazis. J'écris un article sur un fast-food. Ils vendent de la nourriture aryenne. De la nourriture aryenne? Oui, bien sûr. Comment ça, bien sûr? Je plaisante. Ça m'amuse. Oh, c'est une blague. Ça fait glamour. Choutka. Certaines personnes ici sortent pour tabasser des Noirs. Je sais, j'ai fait ça pendant 1 mois. Tu sortais pour tabasser des gens? Quand je suis arrivée, au début, c'est vrai, je l'ai fait. Que s'est-il passé ensuite? J'ai tué un homme. Tu as tué un homme. Ouais, Comment t'as fait? avec un couteau. Mais je ne le ferai plus maintenant. J'y étais obligée. Pourquoi ça? Parce que c'était le moyen de devenir leur ami, pour être proche d'eux, Pardon? pour devenir leurs amis, pour savoir ce que ça fait. Je n'aime pas tuer, c'est pas drôle. Les robots sont capables de tuer l'humanité tout entière. On mourra tous. Comme dans les films. Ouais. J'ai l'impression que Cathy essaie de me choquer, mais il est difficile de prendre ce qu'elle dit au sérieux. Je n'ai aucun doute au sujet de la crédibilité de cet homme. Tezak, dont le nom signifie hachette en russe, est un vrai membre du gang des skinheads. C'est exactement la personne que je cherchais. Je m'appelle Ross. Tezak. Tezak. Schulz. Vous avez des couteaux sympas? Je peux jeter un œil dessus? C'est celui qu'on appelle l'ours russe.
Ouais, c'est de l'acier trempé. T'as quoi au genou? Je me suis blessé, ça arrive. On mène la vie dure. C'est dangereux dans la rue. Les immigrants attaquent tout le monde. Ce sont des blessures de combat. Les cicatrices sur les mains sont des décorations. C'est cool d'avoir des cicatrices. C'est à cause des combats, mais quel genre de combat? Des combats avec les Noirs. Dans un combat, on ne voit pas forcément tout de suite que l'ennemi a une arme, surtout quand il fait nuit. Ensuite, on sent le sang couler le long de son bras. Et bon, il n'y a rien à faire. Dans le désert, il y a des animaux sauvages agressifs. Vous devez les chasser. Si vous ne le faites pas, ils attaquent la population paisible. Si vous butez un immigré, les milliers d'autres n'osent pas venir. Tesak a la même logique que Dimitri et croit que la haine envers les immigrés est une bonne chose. Quand les immigrés viennent ici, ils souffrent de manger de la mauvaise nourriture. Ils essayent de vendre des choses. Mais les gens ici ne les aiment pas. Ils essayent toujours de les tuer ou de les humilier. Tesak m'explique qu'il est devenu raciste après que les rebelles tchétchènes aient soi-disant fait exploser plusieurs immeubles en 1999. Dans le premier immeuble, vivait une fille que je connaissais. J'ai dit, c'est bon, je bute ces Tchétchènes. J'ai pris un couteau et j'ai décidé d'assassiner un Tchétchène. J'ai croisé plusieurs types avec des barres de fer et eux ont vu que je tenais un couteau. Ils ont senti ma rage et m'ont proposé de les accompagner. On est allé dans un marché et on a puni quelques Tchétchènes pour le crime commis par leurs compatriotes. Tesak a confirmé ce que je soupçonnais depuis le début. Ce gang néo-nazi héberge des meurtriers racistes. Cathy tente à nouveau d'attirer mon attention. Tu veux voir une vidéo? Bien sûr. C'est eux qui ont filmé. Ces types et Tesak. Nous allons à l'intérieur pour visionner un film. Les nazis de ce gang font de gros efforts pour donner l'impression qu'ils sont nés pour la violence. Il est évidemment difficile pour ces hommes de parler ouvertement des crimes pour lesquels ils n'ont pas été poursuivis. Il s'avère que c'est Tesak qui a tourné les vidéos que j'ai visionnées dans ma chambre d'hôtel au début de mes recherches. Attendez, il y a nettement plus inquiétant à venir. Ça ne me paraît pas réel. On dirait un montage. Bon, c'est de la propagande, c'est ça? Bien sûr que c'est de la propagande, c'est évident. Certains clips sont tout à fait réels. Qu'est-ce que tu penses de ça, Dimitri? Tu parles de quel clip? De tous? Je les regarde avec plaisir. Je les adore. Beaucoup de gens regarderont ce documentaire et seront très choqués par vos propos, votre philosophie. Vous leur diriez quoi? Je voudrais que les téléspectateurs en Europe se rappellent les bombes dans le métro de Londres, et ce qui s'est passé en Hollande, ce qui s'est passé en France et au Danemark. S'ils n'aiment pas notre philosophie après ça, alors ces personnes ne méritent pas d'être considérées comme des hommes. C'est le gang le plus abominable que j'ai jamais rencontré. Nous devons toujours faire semblant d'apprécier leur hospitalité car nous n'avons aucune idée de l'endroit où nous sommes et comment faire pour rentrer à Moscou. Les partisans du NSO et les skinheads, vêtus d'un uniforme, qui jouent les soldats, qui adhèrent à la politique d'extrême droite, peuvent faire penser à une grosse plaisanterie.
Mais le fait est que l'extrême droite est en train de se développer ici. Et les agressions racistes deviennent ordinaires. Il n'y a aucun doute que ce gang est directement ou indirectement responsable des agressions racistes à Moscou. Leurs lectures et leurs vidéos incitent d'autres racistes à agresser les immigrés sans défense. Selon les statistiques, plus de la moitié des skinheads du monde habitent maintenant en Russie. Ça fait énormément de cerveau à remplir de haine pour Dimitri.